Nous allons commencer, je le disais, par la question de savoir comment s'applique territorialement l'impôt sur le revenu. Et le premier point ici, c'est celui de la détermination du domicile fiscal. En effet, les règles d'application territoriale de l'impôt sur le revenu reposent sur une logique de mondialité. En d'autres termes, la loi prévoit qu'une personne dont le domicile fiscal se situe en France sera imposée au titre de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus mondiaux, sur tous ses revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, pour le dire en d'autres termes. Et les personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France seront quant à elles imposées sur leurs revenus, mais uniquement leurs revenus de source française. Il existe d'autres règles un peu particulières en complément de ces deux principes essentiels sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Donc, on le comprend bien, la détermination du domicile fiscal est centrale ici. C'est l'élément essentiel de l'application de l'impôt sur le revenu. Elle détermine l'assujettissement à l'impôt, mais également la portée de l'obligation fiscale de l'assujetti. Comment est-ce qu'on identifie le domicile fiscal du contribuable ? Eh bien, à lire le Code général des impôts, il faut tout simplement s'en remettre à un certain nombre de critères qui sont définis à l'article 4 grand B du Code général des impôts. Ce texte nous dit, l'article 4 grand B, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire, ou encore les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Deux ensembles de critères donc se manifestent ici, en tout cas sont visibles ici. D'une part des critères que l'on peut dire personnels, parce qu'ils se rapportent à la personne du contribuable, et d'autre part des critères réels, dans la mesure où ils s'entendent de la situation économique ou professionnelle du contribuable. Le premier des critères qui permet d'identifier le domicile fiscal du contribuable, c'est le foyer. La notion n'est pas définie par la loi. Je m'empresse de préciser que ça n'est pas la même chose que le foyer fiscal dont il est question à l'article 6 du Code général des impôts. Le foyer fiscal désigne autre chose que le foyer dont il est question à l'article 4b. Le foyer fiscal, nous l'avons vu dans la leçon consacrée à l'impôt sur le revenu, le foyer fiscal est pratiquement synonyme de famille et c'est un outil qui va permettre de déterminer la matière imposable et le bénéfice ou la mesure dans laquelle il est possible de bénéficier d'un certain nombre d'abattements ou du moins de prise en compte des charges familiales du contribuable, en particulier à travers le mécanisme du quotient familial. Donc, mais le foyer fiscal est pratiquement synonyme de famille, je le répète, tandis que le foyer, dont il est question ici, ne désigne pas la famille du contribuable. Il a une signification purement matérielle. En d'autres termes, le foyer, cela désigne un lieu. Et si l'on s'en remet à la formulation qui est employée en général par la jurisprudence, le foyer, c'est le lieu où le contribuable a sa résidence habituelle et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux. En d'autres termes, le foyer, ça désigne tout simplement le lieu où le contribuable habite normalement. Compte tenu de cette définition, on peut essayer de préciser les modalités d'identification du domicile fiscal à travers le foyer s'agissant des personnes mariées ou chargées de famille. En ce qui les concerne, le foyer désigne le lieu où le contribuable habite normalement et où réside habituellement et effectivement son conjoint et ses enfants. Le contribuable qui réside en France avec ses conjoints et ses enfants est donc regardé sans difficulté comme ayant en France son foyer. Quand la situation comporte un élément d'extranéité, les choses peuvent être un peu moins simples, et c'est le cas par exemple d'un contribuable marié qui travaille à l'étranger pendant plusieurs mois, pendant la plus grande partie de l'année, pendant que sa famille se trouve en France. Dans ce type d'hypothèse, pour identifier le foyer du contribuable, il faut, selon une jurisprudence constante, se contenter de rechercher le lieu où le contribuable habite normalement et où il a le centre de ses intérêts familiaux, sans tenir compte
des séjours effectués temporairement ailleurs en raison soit de la nécessité de la profession du contribuable, soit de circonstances exceptionnelles. Pour le dire autrement, cela signifie que un contribuable qui est conduit à séjourner en dehors de France une partie de l'année, ou même toute l'année, ou une majeure partie de l'année, n'est pas nécessairement regardé comme n'ayant pas son foyer et donc son domicile fiscal en France. On peut avoir son foyer en France, tout simplement, parce que bien que retenu à l'étranger pour des raisons professionnelles ou en raison de circonstances exceptionnelles, on a en France le lieu de résidence habituel du contribuable et du conjoint et des enfants du contribuable. Un exemple. Il a été jugé qu'un ingénieur français, travaillant l'essentiel de l'année sur un chantier de construction et de montage industriel en Irak, avait son foyer en France. C'est un arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 1988, Wellner, qui est paru à la Revue de droit fiscal de 1989, au numéro 580. Le juge a estimé que les séjours, la durée des séjours, la localisation des séjours importaient peu. Ce qui comptait, finalement, c'était la localisation du centre des intérêts familiaux. Et si le centre de ces intérêts familiaux se situe en France, alors le contribuable devait être regardé comme ayant son foyer en France et donc son domicile fiscal en France. Ça a été le cas en l'espèce parce que, bien que travaillant toute l'année en Irak, ce contribuable avait conservé son appartement en France, appartement dans lequel sa fille, étudiante, et son épouse continuaient de vivre. Voilà comment le foyer, on le voit, désigne un lieu, le lieu du centre des intérêts familiaux du contribuable, et non pas un séjour, et encore moins une famille, non, mais bien un lieu. C'est là le premier critère du domicile fiscal, au sens de l'article 4 grand B du Code général des impôts. Le second critère d'identification du domicile fiscal, c'est le lieu de séjour principal du contribuable. C'est le second critère personnel, donc qui se rapporte à la situation personnelle du contribuable. Et ce critère renvoie à deux éléments. Premièrement, un séjour en France, sans considération de la raison du séjour, du lieu de résidence de la famille de l'intéressé ou des modalités de son séjour. Peu importe que le contribuable ait séjourné en des lieux différents en France, qu'il ait occupé une chambre d'hôtel ou un logement qui lui aurait été prêté. Et puis, deuxième élément, pour qu'il y ait séjour principal en France, il faut que le séjour en France soit principal. Et la loi ne le précise pas, mais c'est essentiellement au regard de la durée que ce caractère principal est apprécié. En d'autres termes, un contribuable qui séjourne plus de 6 mois est a priori regardé comme ayant son lieu de séjour principal en France. Un contribuable qui séjourne moins de 6 mois en France est regardé a priori comme n'ayant pas son lieu de séjour principal en France. Mais il y a à cette pratique, à cette méthode, des dérogations, si bien qu'il ne faut pas voir dans cette échéance de 6 mois une règle absolue. Et par exemple, on peut très bien séjourner moins de 6 mois en France et avoir pour autant en France son lieu de séjour principal, parce que tout simplement, on aura séjourné dans plusieurs pays au cours de l'année considérée, 3 mois ici, 2 mois là, 4 mois là, et puis finalement 5 mois en France, ce qui aura été le séjour le plus long dans un État sur un territoire au cours de l'année. Bien qu'inférieur à 6 mois, on regardera le contribuable comme ayant en France son lieu de séjour principal. Voilà donc le deuxième critère d'identification du domicile, c'est le lieu de séjour principal. Et on voit bien ici qu'il y a quelque chose de tout à fait différent du foyer, puisqu'on prend effectivement en compte le séjour, le temps passé en un lieu, la durée du séjour du contribuable, là où, vous vous en souvenez, tout à l'heure, à propos du foyer, nous nous sommes aperçus que la durée du séjour était absolument détachée de la localisation du foyer, puisque l'on peut séjourner ailleurs et pour autant avoir son foyer en France. Troisième critère d'identification du domicile fiscal du contribuable, toujours en matière d'impôt sur le revenu, donc c'est le lieu de l'exercice d'une activité professionnelle à titre principal. À côté des critères personnels que sont le foyer et le lieu du séjour principal, on le voit, l'article 4 grand B du Code général des impôts donne ici un critère qui se rapporte à la situation professionnelle.
ou économique du contribuable. Un contribuable a son domicile fiscal en France, quand il exerce en France une activité professionnelle à titre principal. Ce critère se décompose donc, on l'entend bien, en deux éléments. D'abord l'exercice d'une activité professionnelle en France, et puis second élément, cette activité professionnelle exercée en France doit l'être à titre principal et non pas à titre accessoire, aspect qui s'apprécie en fonction du temps consacré à l'activité. Et si ce critère du temps ne permet pas de caractériser une activité comme principale, on s'en remet alors au critère des revenus qu'elle rapporte. Enfin, quatrième critère de la domiciliation fiscale en matière d'impôt sur le revenu, et deuxième critère de type économique, réel, pour le dire en d'autres termes, c'est le centre des intérêts économiques du contribuable. On va considérer que le contribuable qui a le centre de ses intérêts économiques en France a en France son domicile fiscal. Là encore, la loi ne donne pas de précision sur le sens de cette expression, qui peut sembler assez floue, assez incertaine, mais on comprend que pour identifier le centre des intérêts économiques du contribuable, il faut s'en remettre aux éléments de sa situation économique les plus marquants, et de ce point de vue-là, il apparaît que le juge s'en remet essentiellement aux éléments productifs de revenus. Voilà qui permet d'identifier le centre des intérêts économiques du contribuable en France ou ailleurs. Les 4 critères définis par l'article 4b du Code général des impôts que nous venons d'évoquer, le foyer, le lieu du séjour principal, l'exercice d'une activité professionnelle à titre principal, le centre des intérêts économiques, ce sont des critères alternatifs. Ce ne sont pas des critères cumulatifs, on l'a déjà un petit peu perçu. Autrement dit, il suffit que l'un de ces critères situe le domicile, ou plutôt situe le contribuable en France, pour qu'il soit considéré comme domicilié en France. Il suffit d'avoir son foyer en France pour être regardé comme ayant son domicile fiscal en France. Il suffit d'avoir le centre de ses intérêts économiques en France pour être regardé comme domicilié fiscalement en France. Pas besoin, en d'autres termes, d'avoir et son foyer, et le centre de ses intérêts économiques, et le lieu de son séjour principal en France pour être domicilié fiscalement en France. Un seul de ces éléments, un seul de ces critères suffit à caractériser la situation du contribuable en matière de domicile fiscal. Une précision doit être faite qui vient compléter ce caractère alternatif. Il apparaît qu'un de ces critères présente par rapport aux autres, par rapport à l'un des autres en particulier, un caractère subsidiaire. Et ce critère subsidiaire, c'est le critère numéro 2, le lieu du séjour principal. C'est une solution qui a été affirmée par le Conseil d'État dans un arrêt de section du 3 novembre 1995, l'arrêt Larcher, que vous trouverez aux grands arrêts de la jurisprudence fiscale. Il en résulte que le critère du lieu de séjour principal ne peut être examiné que dans une hypothèse, lorsque le foyer du contribuable n'a pas pu être localisé, ni en France ni ailleurs. Alors seulement, on peut examiner le lieu du séjour principal. Donc c'est un critère qui certes suffit à lui seul à caractériser ou à domicilier en France un contribuable, mais que l'on n'examinera pas à tout coup, que l'on n'examinera que lorsque le critère du foyer ne peut pas être fructueux, que lorsque l'on ne parvient pas à identifier le foyer du contribuable. Voilà donc pour le contenu de ces critères et pour leur modalité d'articulation. Nous abordons dans un second paragraphe l'étendue de l'obligation fiscale en fonction du domicile fiscal. Le domicile fiscal, c'est donc absolument central, parce qu'en fonction de sa localisation, le contribuable ne sera pas soumis à une obligation fiscale identique. Les contribuables domiciliés fiscalement en France sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus mondiaux. Ils sont soumis à une obligation fiscale illimitée. Tous leurs revenus imposables, au sens de la législation relative à l'impôt sur le revenu, sont passibles de l'impôt sur le revenu en France, quelle que soit la provenance de ces revenus. Donc véritablement,
Si l'on est domicilié fiscalement en France, on est soumis à une obligation fiscale illimitée. S'agissant des contribuables domiciliés fiscalement hors de France, l'obligation fiscale est dite restreinte, elle apparaît plus limitée, et effectivement, la lecture de l'article 4 grand A du Code général des impôts indique que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leur seul revenu de source française, expression qui s'entend au sens de l'article L 164 grand B du Code général des impôts. À cet article, l'article L 164 grand B, eh bien, on trouve la liste exhaustive des revenus qui sont regardés comme étant de source française. Et de cette énumération, il ressort de grands ensembles de revenus de source française. D'une part, ce sont des revenus qui sont de source française en raison de leur origine, et qui correspondent au paragraphe 1 de cet article 164 grand B. Il y a là des revenus qui ont pour origine un capital, ou bien une activité, ou bien la cession d'un bien situé sur le territoire français. Cela concerne notamment les revenus d'immeubles situés en France, les revenus de valeur mobilière placés en France, c'est-à-dire les revenus de valeur mobilière à revenus variables émises par des personnes morales qui ont leur siège en France, ou bien il peut encore s'agir de revenus tirés d'activités professionnelles, salariés ou non, qui sont exercés en France. L'article 164 grand B du Code général des impôts définit aussi un ensemble de revenus qui sont regardés de source française en considération de leurs débiteurs. Ce sont les pensions et les rentes viagères dont le débiteur est domicilié en France ou dont le débiteur est établi en France, domicilié lorsqu'il s'agit d'une personne physique, établi lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Donc les pensions et les rentes viagères dont le débiteur est domicilié ou établi en France. Sont aussi concernées certaines formes de bénéfices non commerciaux lorsque leur débiteur est domicilié ou établi en France. Sont également concernées les sommes payées par un débiteur domicilié ou établi en France et qui viennent rémunérer des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Donc on voit ici que le critère déterminant, c'est la localisation du débiteur. Au total, donc, on voit apparaître une liste assez longue, en tout cas peu étroite, de ce qu'il y a lieu de regarder comme des revenus de source française. Et l'article 164 grand B permet donc de saisir de très nombreuses variétés de revenus des personnes qui sont domiciliées fiscalement hors de France. En ce qui concerne le calcul de l'impôt des contribuables domiciliés fiscalement hors de France, il faut observer l'existence d'une particularité qui n'est pas anodine et qui résulte de l'article 197 grand A du Code général des impôts. D'après ce texte, le taux d'imposition auquel aboutit le calcul de l'impôt sur le revenu ne peut pas être inférieur à 20%, s'agissant des contribuables qui sont fiscalement domiciliés hors de France. Autrement dit, le montant de l'impôt dû par le contribuable domicilié fiscalement hors de France ne peut pas représenter moins de 20% de son revenu global net imposable, de sa base d'imposition. Par conséquent, si le taux d'imposition qui résulte de l'application habituelle du barème de l'impôt et du quotient familial, s'agissant d'un contribuable domicilié fiscalement hors de France, si donc le taux d'imposition qui résulte de l'application des mécanismes habituels donne un montant d'impôt qui s'avère inférieur à 20% de la base d'imposition, donc du revenu global net imposable, eh bien un taux de 20% est mécaniquement appliqué à cette base d'imposition et constituera le montant de l'impôt brut du contribuable. Fondamentalement, cette règle se justifie par le fait que l'application pure et simple du barème de l'impôt aux revenus de source française du contribuable se traduirait par une atténuation de la progressivité de l'impôt à leur profit. Il se trouve que les contribuables domiciliés hors de France ne sont imposés que sur leurs revenus de source française, on vient de l'évoquer, et donc ils subissent un taux d'imposition moyen
qui est potentiellement sans rapport avec le niveau de leurs revenus d'ensemble, si l'on présume qu'ils ont aussi disposé de revenus de sources étrangères au cours de l'année considérée. Si l'on prenait en considération l'ensemble de leurs revenus dans un régime à progressivité de l'impôt, forcément, le montant du taux de l'impôt serait plus élevé. Mais puisqu'on ne les impose que sur leurs revenus de source française, alors c'est le taux même qui est apprécié à la baisse. En conséquence de quoi, eh bien, pour ménager tout de même une égalité devant l'impôt, une égalité de sacrifice face à un impôt marqué par la progressivité, il a été décidé qu'un taux minimum de 20% leur serait applicable. Je précise que l'article 197 grand A offre aux contribuables domiciliés fiscalement hors de France une possibilité de se soustraire à cette règle d'un taux minimum, à l'application de ce taux minimum. Dans l'hypothèse où un contribuable, finalement, aurait essentiellement des revenus de source française, eh bien, alors il peut essayer de s'en prévaloir, et obtenir l'application d'un taux inférieur. L'article 197 grand A prévoit, je le cite, que lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à 20%, le taux qui s'appliquerait est celui qui va être appliqué à ses revenus de source française. Donc pour le dire autrement, si vous êtes domicilié fiscalement hors de France, que l'application du barème de l'impôt combiné avec le mécanisme du quotient familial aboutit à un taux inférieur à 20% sur vos revenus de source française et que l'on vous applique mécaniquement le taux de 20%, alors vous pouvez tout de même bénéficier d'un taux inférieur à ces 20% dans une hypothèse. C'est dans l'hypothèse où, si vous étiez domicilié fiscalement hors de France et imposé sur l'ensemble de vos revenus de source mondiale, le jeu du barème et du quotient habituel aboutirait à vous imposer un taux inférieur à 20%. Alors, vous pouvez vous prévaloir de ce taux inférieur à 20%. Mais encore une fois, c'est un dispositif qui a vocation à ne bénéficier qu'aux contribuables, qui donc auraient pour tout revenu, ou essentiellement pour tout revenu, pour revenu des revenus de source française. Et ne disposeraient pas de revenus de source étrangère par ailleurs. Voilà pour donc l'obligation fiscale des contribuables domiciliés fiscalement en France et celle des contribuables domiciliés hors de France. Je voudrais ajouter en conclusion de ces développements une observation sur l'imposition de ces personnes fiscalement domiciliées hors de France pour souligner la disparition d'un dispositif qui pouvait paraître comme une figure très menaçante de l'impôt sur le revenu français lorsque l'on était domicilié fiscalement hors de France. Traditionnellement, eh bien, selon l'article 164 grand C du Code général des impôts, une personne qui n'a pas son domicile fiscal en France mais qui dispose en France d'une habitation est assujettie à l'impôt sur le revenu sur une base d'imposition qui correspond à 3 fois la valeur locative de cette habitation. C'est un texte important parce que, à bien le lire, on s'aperçoit qu'il rend possible l'imposition de contribuables domiciliés fiscalement hors de France sur une base forfaitaire, c'est-à-dire alors même qu'il n'aurait disposé d'aucun revenu véritablement de source française au cours de l'année. 3 fois la valeur locative de l'habitation dont on a eu la disposition. Donc, il n'est même pas question de l'avoir occupée. Il convient de préciser tout de même que le contribuable ne tombait sous le coup de l'imposition prévue à l'article 164 grand C qu'à certaines conditions. D'abord, il ne fallait pas avoir de revenus de source française plus élevés que 3 fois la valeur locative de l'habitation ou des habitations dont on aurait eu la disposition au cours de l'année. Ensuite, pour tomber sous le coup de l'imposition prévue à l'article 164 grand C, le contribuable devait remplir une autre condition, ne pas relever de certaines catégories, échappant à ce dispositif. Les contribuables qui étaient soumis dans le pays où ils avaient leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus au moins égal aux 2/3 de celui qu'ils auraient eu à supporter en France sur la même base d'imposition. Les contribuables domiciliés auparavant en France et qui avaient transféré
leur domicile fiscal hors de France, à certaines conditions, de temps et d'objets. D'autres restrictions encore existaient, et notamment l'article 164 grand C était écarté dans l'hypothèse où eh bien, existait une convention fiscale entre la France et l'État de domiciliation du contribuable. L'existence d'une telle convention pose le principe d'un accord sur l'imposition des contribuables résidents des deux États sur une base réelle et non pas forfaitaire. Donc cela conduisait à écarter l'article 164 grand C. Bon, je ne donne pas la liste ici exhaustive de toutes les exceptions, finalement, les restrictions à l'application de ce texte. Si bien que on s'est aperçu, en raison du grand nombre d'exonérations à ce régime particulier qui pouvait exister, que à la fin de l'année 2015, eh bien, 114 personnes seulement étaient encore assujetties à cette imposition, notamment des nationaux d'autres États que la France et résidant à Monaco. En conséquence, la loi de finances rectificative pour 2015 est venue, adoptée à la fin du mois de décembre 2015, est venue supprimer cette forme d'imposition qui pouvait, je le répète, symboliser l'impérialisme du droit fiscal français, pour reprendre l'expression de Jacques Gros-Claude et de Philippe Marchessou. Et cette suppression de l'article 164 grand C s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015. J'ajoute en complément que le Conseil d'État a tiré les conséquences d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, donc une décision de 2013, du 17 octobre 2013. Yvon Welt, le Conseil d'État en tirant toutes les conséquences dans un arrêt du 26 décembre 2013, M. Kramer. Et ce faisant, le Conseil d'État avait jugé que l'imposition forfaitaire des non-résidents au titre de l'article 164 grand C était contraire au principe de libre circulation des capitaux, dès lors qu'une telle mesure était de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir des immeubles en France. En conséquence de quoi, eh bien, à l'époque récente, le nombre des exceptions, je n'ai pas absolument épuisé la liste tout à l'heure, le nombre des exceptions à l'application ou des dérogations à l'application de ce régime un peu particulier avait encore augmenté, si bien que l'on comprend qu'effectivement seule une centaine de personnes soient encore concernées, et l'on comprend donc effectivement les motifs complètement cette fois de l'exclusion de l'application de ce texte à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015. Donc, disparition de ce texte qui faisait figure, encore une fois, de menace, au moins à se tenir à la lecture du Code général des impôts. Nous en venons à présent à un autre grand impôt et à ses règles d'application territoriale. Il s'agit de l'impôt sur les sociétés. Les règles d'application territoriale de l'impôt sur les sociétés, nous nous y intéressons non seulement compte tenu de l'importance de cet impôt, mais également parce qu'elles obéissent à un autre modèle que celle que nous venons d'évoquer. Avec l'impôt sur le revenu, ce qui est central, on l'a vu, c'est la localisation du domicile du contribuable. Et cela entraîne, en cas de domiciliation fiscale en France, des conséquences importantes, puisque le contribuable se trouve soumis à une imposition sur ses revenus mondiaux. En matière d'impôt sur les sociétés, les choses vont différemment, puisque ce qui domine ici, c'est beaucoup plus une logique que l'on nomme principe de territorialité. L'application territoriale de l'impôt sur les sociétés est dominée par le principe de territorialité. Et effectivement, quand on lit l'article 209 du Code général des impôts, je le cite, on voit que la règle est totalement différente. Il y est dit que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Dans les entreprises exploitées en France. En d'autres termes, les sociétés étrangères qui développent des activités commerciales en France relèvent de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices qu'elles en retirent, à condition que ces activités soient exercées dans le cadre d'une entreprise exploitée en France. Quant aux sociétés françaises,
les bénéfices qu'elles peuvent réaliser dans une entreprise exploitée à l'étranger échappent à l'impôt sur les sociétés. Il y a une forme de symétrie ici dans les règles qui s'appliquent. Une société française qui développe son activité en France et à l'étranger, pour autant que son activité à l'étranger s'analyse comme l'activité déployée dans le cadre d'une entreprise exploitée hors de France, eh bien, cette activité échappe à l'impôt sur les sociétés françaises. Symétriquement, la société étrangère qui développe une activité en France, pour autant que son activité se développe en France à travers une entreprise exploitée en France, tombe dans le champ de l'application de l'impôt sur les sociétés. Mais on comprend bien que si donc notre société étrangère développe en France une activité en dehors de toute entreprise exploitée en France, au sens de l'article 209, eh bien, les bénéfices générés échappent à l'impôt sur les sociétés. De la même façon, symétriquement, une société française qui développe son activité hors de France, en dehors de toute entreprise exploitée hors de France, au sens de l'article 209, va voir les richesses réalisées, les bénéfices réalisés dans ce cadre, demeurer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés françaises. Donc ce qui compte ici, c'est la notion d'entreprise exploitée en France ou d'entreprise exploitée à l'étranger, qui finalement traduit l'intensité du lien avec le territoire. La notion d'entreprise exploitée en France ou hors de France est donc centrale. Que désigne-t-elle? Eh bien, elle renvoie à trois hypothèses. En d'autres termes, il y a entreprise exploitée en France, entreprise exploitée hors de France. D'abord, lorsqu'une société exploite en France ou hors de France un établissement, c'est-à-dire lorsque la société exerce une activité commerciale dans le cadre d'un établissement. Il y a également exercice d'une activité commerciale regardée comme une entreprise exploitée en France ou hors de France, quand la société réalise en France ou hors de France des opérations par l'intermédiaire d'un représentant, dépourvu de personnalité distincte de l'entreprise. Et puis, troisième forme d'entreprise exploitée en France ou hors de France, c'est l'hypothèse dans laquelle la société réalise un cycle complet d'opérations commerciales. Par conséquent, une société française qui développe une activité commerciale au Japon dans le cadre d'un établissement ne sera pas imposée au titre de l'impôt sur les sociétés français sur les bénéfices que lui procure cette activité. Une société française qui développe son activité au Japon à travers l'activité d'un représentant sans personnalité distincte ou à travers la réalisation d'un cycle commercial complet d'opérations commerciales ne sera pas imposée à l'impôt sur les sociétés français, sur les bénéfices réalisés à cette occasion. Parce que dans ces trois hypothèses, on a affaire à une activité qui peut être qualifiée de entreprise exploitée hors de France. Au contraire, si elle développe son activité au Japon en dehors de tout établissement, sans faire appel à un représentant, sans réaliser de cycle commercial complet, eh bien les bénéfices qui auront été réalisés ne pourront pas être regardés comme relevant d'une entreprise exploitée hors de France, et donc ils demeureront imposés en France au titre de l'impôt sur les sociétés. Donc à travers l'établissement, le représentant, le cycle commercial complet, il y a une intensité de l'activité avec le territoire, ici le territoire d'un État étranger, qui s'exprime, ou qui ne s'exprime pas d'ailleurs, quand on constate l'absence d'entreprises exploitées dans un autre pays comme cela, dans ce type d'hypothèse. Et la conséquence, c'est l'assujettissement, ou pas, à l'impôt sur les sociétés. On est ici dans une hypothèse où, on le voit bien, ce qui est déterminant, ça n'est pas la localisation du siège, autrement dit la nationalité ou le domicile de la société. Ce qui compte, c'est l'intensité de l'activité qu'elle réalise avec le territoire étranger pour la société française, français pour la société étrangère qui développe une activité en France. Une logique donc qui est tout à fait différente de celle que nous avons vue précédemment à propos de l'impôt sur le revenu. Il nous faut voir à présent les règles d'application territoriale des impôts sur le patrimoine, et en particulier les règles d'application des droits de mutation à titre gratuit.
Pendant longtemps, l'application territoriale de ces impôts était uniquement régie par le principe de territorialité, qui consiste donc à reconnaître à l'État le pouvoir d'imposer les opérations réalisées sur son territoire ou entretenant avec son territoire un lien d'intensité suffisamment poussé. Et ce choix pouvait s'expliquer facilement. D'une part, eh bien, les droits d'enregistrement ne sont pas des impôts personnels. Pour l'essentiel, la situation personnelle du contribuable est indifférente dans ce domaine, peu importe qu'il réside en France, peu importe qu'il réside ailleurs. Et d'autre part, l'indépendance des États et leur souveraineté semblent, a priori, s'opposer à ce qu'un État prélève un impôt en raison de la mutation de biens qui sont situés sur le territoire d'un autre État. Néanmoins, eh bien, les règles ont évolué, et aujourd'hui on ne se limite plus à des règles dominées par l'idée de territorialité, mais on a affaire à des règles bien plus complexes qui combinent en vérité parfois principe de territorialité et principe de mondialité. C'est donc justement ce que nous montrent les règles d'application territoriale des droits de mutation à titre gratuit. Alors, ces mutations à titre gratuit, ce sont celles, vous le savez bien, pour l'avoir vu dans d'autres disciplines, celles qui ne comportent en principe la fourniture d'aucune contrepartie par leurs bénéficiaires. Elles peuvent résulter du décès, et consister alors en une transmission de biens entre le défunt et ses héritiers ou légataires. Elles peuvent aussi résulter de donations entre vifs, et les droits qui frappent ces mutations, droit de succession, droit de donation, obéissent à des règles d'application territoriale qui donc ont connu d'importantes évolutions. Pendant longtemps, je le disais, les règles d'application territoriale de ces impôts ont été régies par le principe de territorialité. Une loi du 29 décembre 1976 a ensuite rapproché les règles d'application territoriale de ces droits de mutation des règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, si bien que jusqu'en 1999, les règles étaient les suivantes. Quand le défunt ou le donateur avait son domicile fiscal en France, les biens qui faisaient l'objet de la transmission étaient imposés en France, où qu'ils soient situés, en France ou à l'étranger. Il est important de préciser que le domicile fiscal auquel il est fait référence ici, c'est le domicile fiscal entendu au sens de la législation relative à l'impôt sur le revenu, domicile fiscal au sens de l'article 4b du Code général des impôts. Quand le défunt ou le donateur n'avait pas son domicile fiscal en France, seuls les biens situés en France étaient passibles des droits de mutation à titre gratuit. Ces règles présentaient un défaut majeur du point de vue du Trésor public, en tout cas. Elles étaient indifférentes à la situation du bénéficiaire de la donation ou de la succession, et cela avait pour effet d'inciter les détenteurs de gros patrimoine à se délocaliser fiscalement, c'est-à-dire à se domicilier fiscalement hors de France. Au fond, pour transmettre en franchise d'impôt des biens situés à l'étranger à des personnes domiciliées en France, il suffisait au futur défunt ou bien au donateur de localiser son domicile fiscal hors de France. Cette pratique était dommageable, on le comprend bien, du point de vue des recettes des droits de mutation, mais elle l'était aussi du point de vue de l'impôt sur le revenu, parce que du fait de cette délocalisation de leur domicile fiscal, ces contribuables n'avaient plus qu'une obligation fiscale restreinte en matière d'impôt sur le revenu. Donc il y avait finalement dans le dispositif non seulement une brèche, mais un point d'appui pour des comportements particulièrement nuisibles du point de vue du Trésor public, et pour les recettes du Trésor public. C'est la raison pour laquelle ce dispositif a été modifié en partie avec la loi de finances pour 1999. Il en résulte un dispositif qui peut être détaillé de la façon suivante et qui distingue plusieurs hypothèses. Première hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France. Dans ce cas, c'est l'article 750 ter du Code général des impôts qui le précise, dans son premier paragraphe, les biens transmis sont soumis au droit de mutation à titre gratuit, que ces biens se situent en France ou hors de France, et quel que soit le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission.
Donc là, pour le coup, on a affaire à une règle qui est une règle qui existait déjà avant la révision intervenue avec la loi de finances pour 1999. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle le bénéficiaire de la donation ou le bénéficiaire de la succession, l'héritier ou le légataire, a son domicile fiscal en France. Dans ce cas, nous dit l'article 750 ter, troisièmement du Code général des impôts, les biens transmis sont soumis au droit de mutation à titre gratuit, quel que soit le domicile fiscal du donateur ou du défunt, quelle que soit la localisation des biens, qu'ils se situent en France ou hors de France. On comprend bien qu'il y a là une mesure nouvelle qui est justement la réponse à la difficulté qui résultait du droit antérieur. Ce troisièmement de l'article 750 ter du Code général des impôts, c'est un texte qui s'inspire notamment des législations allemandes, autrichiennes ou finlandaises, et qui répond directement au problème de délocalisation du domicile fiscal que nous évoquions tout à l'heure, qui résultait de l'état du droit instauré avant 1999. Désormais, on le voit, il est inutile de chercher à délocaliser son domicile fiscal pour transmettre en franchise d'impôt ses biens à ses enfants demeurés en France, parce qu'il suffit que le donataire, l'héritier ou le légataire soit domicilié en France pour que la transmission tombe sous le coup de l'impôt français. Auparavant, effectivement, on pouvait changer de domicile fiscal, quitter la France et puis transmettre ses biens à ses héritiers demeurés en France. Et pour autant que cela concernait des biens situés hors de France, eh bien, le tout échappait à l'impôt, la transmission échappait à l'impôt. Avec cette règle, ça n'est plus possible. La brèche, pour le coup, est colmatée. Et puis enfin, article 750 ter dans son deuxièmement, bien, l'article 750 ter dans son deuxièmement couvre justement cette autre hypothèse qui existait déjà avant les modifications apportées en 1999, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où le donateur ou le défunt n'a pas son domicile en France, et dans l'hypothèse où en même temps le donataire, l'héritier ou le légataire n'est pas non plus domicilié en France, l'impôt frappe tout de même la transmission des biens, pour autant que ces biens se situent en France. Donc on le voit, véritablement, l'ensemble des situations sont couvertes. Des biens sont transmis, qui sont situés en France, mais entre des personnes qui ne sont ni les unes ni les autres domiciliées en France. Et bien malgré tout, l'impôt s'applique. Un donateur ou un défunt est domicilié fiscalement en France et transmet donc ses biens à des personnes qui peut-être ne sont pas domiciliées en France, bien qui sont peut-être situées hors de France. L'impôt s'applique tout de même, frappe la transmission, quel que soit le domicile des bénéficiaires de la transmission, quelle que soit la localisation des biens. Et enfin, hypothèse importante, le donateur ou le défunt sont domiciliés fiscalement hors de France, les biens sont situés en France ou hors de France. L'impôt frappe tout de même la transmission parce que le bénéficiaire de la transmission, le donataire, et dans le cas d'une succession, l'héritier ou le légataire, ont leur domicile fiscal en France. Donc on le voit, en définitive, il y a là deux observations à faire. D'abord, eh bien, il est très difficile d'échapper à l'imposition prévue par le Code général des impôts à la faveur des frontières. Et deuxièmement, ces règles combinent, et c'est ce qui fait leur efficacité, à la fois des éléments qui se rapportent au principe de mondialité, quelque chose qui évoque ce que nous avons vu s'agissant de l'imposition des revenus, donc centré sur le domicile fiscal, et des règles qui procèdent du principe de territorialité, ce que nous avons davantage observé concernant l'impôt sur les sociétés et son application territoriale. Et c'est la combinaison de ces règles qui permet effectivement d'assurer une grande efficacité à l'application territoriale de ces impôts, mais tout ce qui est dit ici l'est bien entendu sous réserve des modifications qui peuvent résulter de l'application de conventions fiscales internationales.
Nous abordons à présent la question de la double imposition internationale, qui est une difficulté à laquelle est confronté le système fiscal français, notamment, mais pas seulement. Le système fiscal français, en raison de son insertion dans un environnement où coexistent d'autres États. La double imposition internationale se définit comme le fait pour un même contribuable d'être soumis, à raison d'une même matière imposable et au titre d'une même période, à des impôts appliqués par deux ou plusieurs États, et cela dans des conditions telles qu'il en résulte une surcharge fiscale pour lui. Ce phénomène peut se produire donc également à l'échelon national, mais nous nous intéresserons ici, à travers le jeu de plusieurs compétences ou autorités fiscales, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la double imposition donc, au niveau international. Le contribuable est dans une situation, on le comprend bien, où il obéit à des allégeances fiscales différentes. Autrement dit, il est assujetti à plusieurs systèmes fiscaux, plusieurs systèmes de plusieurs États. Et ce type de double imposition peut se présenter. Pourquoi ? Eh bien parce que chaque État exerce librement son pouvoir d'imposer. Aucun principe juridique international n'impose aux États d'avoir à se préoccuper de la question de savoir si un même contribuable est par ailleurs imposé par un autre État de la même façon ou sur la même matière imposable au titre de la même période. Autrement dit, il n'y a aucun principe général du droit fiscal international, du droit international fiscal, qui prohiberait la double imposition. Quand on bâtit son système fiscal, quand le législateur définit les règles applicables aux différents impôts, crée des impôts, les module à sa guise, aucune règle ne lui impose d'avoir à prendre en considération l'éventuelle identité de l'impôt du voisin, de l'État voisin, dont il pourrait résulter pour ses ressortissants ou pour ceux de cet État, ou d'autres encore, ce phénomène de double imposition. Imposition deux fois sur la même matière imposable au titre de la même période, de telle sorte qu'il en résulterait une surcharge fiscale. Et donc, s'il y a double imposition internationale, s'il peut y avoir double imposition internationale, c'est justement à raison de cette liberté dans la définition des règles en matière fiscale qui revient ou dont bénéficient les autorités de chaque État. Ce phénomène a suscité des réactions que l'on peut désigner comme constitutives d'un véritable mouvement de lutte contre la double imposition internationale au niveau des États. Il existe un certain nombre de mesures destinées à prévenir ou bien à éliminer la double imposition internationale, mesures qui sont apparues au lendemain de la Première Guerre mondiale, suivant deux voies. Certains États, d'abord, ont cherché à prévenir la double imposition internationale à travers des mesures prises unilatéralement, donc en ordre dispersé, individuellement. Des États ont mis en place divers dispositifs. Certains en exemptant d'impôts les revenus ou les bénéfices qui avaient leur source hors de l'État. D'autres en prévoyant que l'impôt payé à l'étranger pouvait être imputé sur l'impôt dû sur leur sol. Et ces solutions unilatérales, bien qu'elles présentent un intérêt, laissent persister des éléments de double imposition, si bien que pour éliminer véritablement, pour lutter efficacement contre la double imposition internationale, on a préféré progressivement emprunter une autre voie, qui est la voie des conventions fiscales internationales. C'est ce qu'ont fait un certain nombre d'États à partir des années 1920. Effectivement, à cette époque, on voit se développer les premières conventions internationales bilatérales visant à éliminer les doubles impositions. Mouvement qui a directement son origine dans la Première Guerre mondiale, parce que la Société des Nations, dont on se rappelle qu'elle fut créée en 1919, considérait que le développement des échanges internationaux serait de nature à susciter des solidarités économiques entre les États et que ces solidarités économiques réduiraient les risques de nouveaux conflits meurtriers, comme celui qui venait d'advenir. Et pour développer les échanges internationaux, au sein de la SDN, l'idée s'est faite jour qu'il fallait, bien entendu, s'attaquer aussi aux obstacles que rencontre le développement des échanges internationaux. Or, la double imposition internationale
c'est un des obstacles majeurs dans ce domaine. Effectivement, si une entreprise, un particulier, etc., qui entend développer une activité sur plusieurs territoires, rencontre trop fréquemment le risque de se voir imposer 2 fois sur la même matière imposable et au cours de la même période, de subir une surcharge fiscale à raison de cet élargissement de son champ d'activité, au-delà des frontières de son état de départ, si l'on peut dire, eh bien, effectivement, ce sera très dissuasif et cela fera obstacle au développement des échanges internationaux. Donc la SDN, la Société des Nations, va encourager le développement de conventions internationales visant à limiter le phénomène, et elle va même proposer des modèles de conventions aux États dès 1928, et ces modèles ne cesseront d'être améliorés ensuite, tout comme les nouveaux modèles que proposera l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, à partir de 1963. La lutte contre la double imposition internationale prend donc appui essentiellement sur des conventions internationales. Je le répète, il existe des mesures unilatérales également, mais elles sont assez rares malgré tout, étant moins efficaces que les conventions bilatérales. De quoi s'agit-il ? En quoi consistent ces mesures de lutte contre la double imposition internationale ? Les conventions fiscales, il faut le dire tout d'abord, n'ont pas pour objet de remplacer les dispositions nationales par un autre système fiscal supranational dont elles seraient la source. Leur rôle est simplement de corriger, dans certaines situations, les dispositions des lois fiscales nationales. Donc elles vont s'appliquer quand la mise en œuvre des lois nationales a pour effet de créer une double imposition. Elles ont un rôle subsidiaire, pour le dire autrement. Les conventions fiscales internationales trouvent à s'appliquer quand la mise en œuvre du droit interne des États contractants conduit à l'imposition du contribuable dans chacun des 2 États, à raison de la même période, sur la même matière imposable, ce qui engendre pour lui une surcharge fiscale. En présence d'une telle situation, les conventions fiscales vont apporter des réponses qui peuvent varier, mais globalement, on va retrouver systématiquement la même démarche. D'abord, et cette démarche donc s'ordonne en 4 étapes. D'abord, il s'agit de déterminer l'état de résidence du contribuable. La deuxième étape consiste à qualifier les bénéfices ou les revenus en cause au regard des catégories que distingue la Convention. Et c'est une étape qui n'est pas négligeable parce que lors des étapes suivantes, les conventions proposent des règles qui varient en fonction de la nature des bénéfices ou revenus en cause. Donc deuxième étape, celle de la qualification des revenus ou bénéfices en cause, très importante. Et puis l'étape suivante, la troisième, c'est celle de la localisation de la source des revenus du contribuable. Il s'agit d'identifier l'état duquel proviennent les revenus ou les bénéfices, l'état auquel ils se rattachent. Et là encore, les règles varient généralement d'une catégorie de revenus à une autre. Enfin, quatrième étape, et c'est l'étape la plus importante, mais elle est assez largement déterminée par les étapes précédentes, elle consiste à faire application des règles qui définissent l'attribution du pouvoir d'imposer. Pour le dire autrement, il s'agit à ce stade de dire quel État va imposer ou comment les 2 États vont concurremment imposer. Les règles varient là aussi en fonction de la nature des revenus considérés. On peut imaginer beaucoup de règles, mais il en est 2 qui sont fondamentales, qui ont fait la preuve de leur efficacité et que l'on retrouve dans les conventions, généralement, conventions qui s'inspirent du modèle proposé par l'OCDE. 2 méthodes. La première, c'est celle de l'exemption. Et cette méthode consiste très simplement à attribuer le droit d'imposer exclusivement à l'un des États. En d'autres termes, on élimine la double imposition en réservant le droit d'imposer à un seul des 2 États. L'autre grande méthode, c'est celle de l'imputation. Cette fois, le pouvoir d'imposer est partagé entre les 2 États en présence, les 2 États partis à la Convention. Avec cette technique, aucun des 2 États ne renonce tout à fait au pouvoir d'imposer. Tous 2 vont donc imposer le contribuable sur les mêmes revenus, mais l'état de résidence va permettre au contribuable de déduire de son impôt un montant en rapport avec l'impôt supporté dans l'autre État. En d'autres termes, l'un des 2 États, tout en imposant,
va accepter de diminuer l'impôt qu'il prélève d'une somme représentative de l'impôt acquitté dans l'autre État. Si bien finalement que d'un côté on paye pleinement l'impôt, de l'autre on paye un impôt mais diminué du montant de l'impôt acquitté dans l'autre État, si bien qu'on parvient de cette façon à éliminer le phénomène de double imposition d'une façon tout à fait efficace. Et on le voit, les conventions sont extrêmement nombreuses. La France est à l'heure actuelle liée à d'autres États par des dizaines de conventions internationales. C'est là l'aboutissement d'un mouvement débuté il y a près d'un siècle à présent et qui ne cesse de se renforcer, notamment parce que ces conventions s'inscrivent, mais au fond, comme bon nombre des sources du droit fiscal, dans des perspectives élargies, c'est-à-dire que leur objet n'est plus forcément uniquement la résolution des problèmes de double imposition, mais elles ont des perspectives qui sont aussi vastes parfois que celles de l'impôt. Et on l'a vu très tôt dans ces enregistrements, les buts de l'impôt aujourd'hui ne se cantonnent pas à ceux très étroits que l'on pouvait connaître autrefois. Il en va de même pour les conventions fiscales internationales. Nous abordons à présent les contrôles exercés par l'administration fiscale. Le droit fiscal ne se limite pas à l'étude des conditions dans lesquelles l'impôt est établi, des conditions dans lesquelles il est recouvré. Il s'agit aussi d'examiner tout ce qui se rattache davantage au comportement du contribuable face à l'impôt. On le sait, en France, les impôts sont généralement établis grâce aux déclarations faites par les contribuables eux-mêmes, et ceux-ci vont chercher, parfois, à éviter un prélèvement que le fisc prétend opérer sur leur patrimoine. Or, la nécessité de l'impôt, c'est une nécessité qui est reconnue comme ayant valeur constitutionnelle. L'impôt est reconnu comme un élément nécessaire de l'organisation sociale, et donc il est légitime que l'administration ait le pouvoir de le lever, y compris au besoin en forçant les contribuables qui chercheraient à se soustraire à l'impôt, en les forçant à acquitter cet impôt. Et cela donc d'autant plus que le phénomène de fuite devant l'impôt non seulement se heurte au principe qu'on vient d'évoquer de la nécessité de l'impôt, mais en outre, ce phénomène de fuite devant l'impôt est lourd de conséquences. C'est un phénomène qui risque de fausser l'équilibre du système fiscal, puisque certains vont échapper à l'impôt là où d'autres le supporteront pleinement. Et puis, la fuite devant l'impôt, cela a aussi pour effet de diminuer les rentrées fiscales, et on évalue chaque année à plusieurs dizaines de milliards d'euros le montant des ressources dont le Trésor est privé. Il y a donc des moyens qui sont donnés à l'administration fiscale pour qu'elle puisse s'assurer du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables, et nous allons aborder ces différents moyens en commençant par les formes générales de contrôle qui sont l'objet ici d'une première section. Parmi les formes générales de contrôle, une première modalité assez élémentaire est le contrôle dit de bureau. C'est un contrôle formel qui permet de relever les erreurs matérielles évidentes qui affectent les déclarations, erreurs d'adresse, de nom, de situation familiale. Et parallèlement, les services fiscaux vont procéder à l'examen critique de tous les points des déclarations souscrites à l'aide des renseignements et des documents qui figurent au dossier. Autrement dit, l'administration confronte les éléments de la déclaration et les éléments que le dossier du contribuable lui permet de connaître, concernant notamment l'évolution de son patrimoine ou l'évolution de son train de vie. À lui seul, le contrôle de bureau ne permettrait pas, on le comprend bien, à l'administration fiscale de lutter efficacement contre aussi bien les erreurs que les comportements de fuite délibérés devant l'impôt. Et donc ce contrôle de bureau est complété par des formes de contrôle plus élaborées, qui ont tout de même un caractère général, des formes de contrôle plus élaborées, plus complètes, plus approfondies aussi. Et dans ce cadre, l'administration fiscale aura la possibilité de rechercher des renseignements et même, nous le verrons, de mener des investigations pour contrôler l'établissement et le paiement de l'impôt. Première forme générale de contrôle que nous évoquons ici, c'est la demande d'information qu'on appelle aussi la demande de renseignement.
Pour obtenir des renseignements, des justifications ou des éclaircissements, l'administration peut avoir recours aux procédures spécialement organisées par des textes particuliers. Mais, et nous le verrons d'ailleurs plus loin, mais en dehors de ces moyens de contrôle qui concernent certains impôts ou qui concernent certaines catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, l'administration a toujours la possibilité de demander aux contribuables des renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. C'est ce que prévoit le principe général posé par l'article L10 dans son alinéa 3 du livre des procédures fiscales. D'après ce texte, lorsque l'administration relève une anomalie ou présume une anomalie ou une irrégularité dans la déclaration d'un contribuable, elle a la possibilité de demander les renseignements, les justifications ou les éclaircissements qui lui paraissent utiles pour asseoir et pour contrôler l'impôt. C'est une demande qui peut porter sur les points des déclarations effectuées par le contribuable, c'est une demande qui peut aussi porter sur des actes éventuellement passés par le contribuable. Et la principale caractéristique de la demande de renseignement, c'est qu'elle ne présente aucun caractère contraignant pour le contribuable. Il n'est pas tenu d'y répondre et n'encourt pas de sanctions lorsqu'il s'abstient de le faire. On est là, bien entendu, sur le plan juridique. Il va de soi que le contribuable est tout de même censé faire preuve, disons, de bonne disposition à l'égard de l'administration fiscale. Paragraphe 2, le droit de communication. Le droit de communication est défini par les articles L81 et suivants du livre des procédures fiscales, qui précisent que le droit de communication permet aux agents de l'administration pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Il s'agit donc d'un droit à obtenir communication et éventuellement copie de certains documents. L'administration peut seulement demander, sans investigation particulière, à prendre connaissance de certains documents ou à obtenir certains renseignements en vue de l'établissement et du contrôle de l'impôt. Elle peut pour cela s'adresser au contribuable ou à un tiers, et dans ce cas, elle n'a pas à en informer le contribuable. À la différence de ce qui prévaut s'agissant d'autres formes de contrôle, les garanties offertes aux contribuables sont peu élevées en matière de droit de communication. L'administration n'est pas tenue d'informer préalablement le contribuable qu'elle va exercer son droit. Elle n'a pas à lui indiquer qu'il peut se faire assister par un conseil de son choix. De plus, à la différence d'une vérification de comptabilité, le droit de communication peut être exercé plusieurs fois au sujet des mêmes impôts et pour la même période. L'exercice du droit de communication n'est pas enfermé dans un délai déterminé, il n'implique pas de dialogue contradictoire entre le contribuable et l'administration fiscale, elle procède à une demande et le contribuable se contente d'y satisfaire. Les personnes assujetties au droit de communication sont énumérées limitativement par la loi. Ce sont les personnes physiques ou morales qui ont la qualité de commerçants, mais aussi les membres de certaines professions non commerciales, comme les avocats, les notaires, les experts comptables, les huissiers, les agents commerciaux ou encore les commissaires aux comptes, les commissaires-priseurs ou les géomètres, greffiers des tribunaux de commerce, architectes, urbanistes, artistes peintres, stylistes, décorateurs ou encore paysagistes. Ce sont encore les personnes exerçant des professions agricoles, qu'ils soient exploitants individuels ou regroupés en sociétés, groupements et coopératives agricoles. Ce sont aussi les tribunaux, autorités judiciaires et ministères publics, les organismes de sécurité sociale, mais aussi les administrations publiques et assimilées. Il convient également de mentionner diverses personnes et organismes tels que les banques, les sociétés civiles, les personnes ou organismes qui payent des produits de valeur mobilière, les institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçants et qui paient des salaires, des honoraires ou rémunérations quelconques ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, comme les sociétés coopératives ou les associations, ainsi que les personnes qui effectuent des opérations d'assurance, les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès ou d'hébergement et certains prestataires en ligne. L'administration fiscale peut demander à ces personnes ou organismes des renseignements concernant des documents très divers. Ils peuvent ainsi se voir demander des documents
tels que des relevés de comptes bancaires ou des factures, et le fisc peut aussi vouloir prendre connaissance du livre d'inventaire, du grand livre, des lettres envoyées par une entreprise commerciale, des feuilles de présence aux assemblées générales de sociétés, des relevés de comptes, des copies de chèques ou des bordereaux de remise, s'agissant de banques. Et concernant les organismes publics, le droit de communication peut notamment porter sur des documents de service, sur les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications et qui concernent l'activité de ces organismes. Il convient également d'observer que le secret professionnel ne constitue pas, en principe, une limite à l'exercice de ce droit de communication par l'administration fiscale. Ce n'est en réalité que par exception qu'il est opposable à l'administration fiscale, exception qui concerne notamment le secret médical, le secret auquel est tenu l'avocat et le secret des renseignements recueillis lors des enquêtes statistiques effectuées par l'INSEE. En dehors de ces hypothèses, les personnes et organismes soumis au droit de communication sont tenus de fournir une réponse, sous peine de se voir infliger une amende dont le montant a été porté de 1 500 € à 5 000 €, s'agissant des droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015. Les services fiscaux peuvent en outre adresser leurs demandes à des personnes non soumises au droit de communication, mais cette fois, on a affaire à des personnes qui ne sont pas légalement tenues de répondre à ces demandes. Le droit de communication s'exerce sur place. Et il faut signaler que la régularité de ce contrôle est particulièrement importante car les rectifications d'imposition éventuellement décidées par l'administration sur le fondement des renseignements qu'elle recueille à cette occasion seront eux-mêmes régulières à condition que le droit de communication ait été opéré de façon régulière. Cette régularité du droit de communication est, il est vrai, rendue relativement aisée par le fait qu'il n'obéit à aucune formalité particulière. L'agent qui y procède doit néanmoins veiller à se tenir à un relevé passif des écritures et s'abstenir de tout examen critique concernant les documents dont il demande communication. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'apposer un visa ni de porter sur les documents des observations ou des mentions, mais simplement de recueillir des informations. Compte tenu de la faiblesse des garanties offertes aux contribuables à l'occasion de ce type de contrôle, il s'agit aussi d'éviter que, sous couvert de l'exercice du droit de communication, l'administration ne se livre en réalité à une vérification fiscale. Or, cet autre mode de contrôle, bien plus poussé, est entouré de très sérieuses garanties. L'administration recommande d'ailleurs à ses agents d'adresser à l'organisme ou à la personne concernée un avis de passage qui précise clairement la nature de son intervention afin d'éviter toute confusion entre droit de communication et vérification de comptabilité. Autre forme de contrôle exercé par l'administration fiscale, et nous sommes toujours ici dans les formes générales de contrôle, ce sont les demandes d'éclaircissement et de justification. L'administration peut demander aux contribuables des éclaircissements et même dans certains cas des justifications, et ce pouvoir est spécialement défini et spécialement organisé par les articles L16 et L16 grand A du livre des procédures fiscales. C'est une forme de contrôle qui était à l'origine limitée à l'impôt sur le revenu, au contrôle de l'impôt sur le revenu, et progressivement il a été étendu à l'impôt de solidarité sur la fortune et puis aux taxes sur le chiffre d'affaires. Tout comme le droit de communication, les demandes d'éclaircissement et de justification constituent plus que de simples demandes de renseignement, sans pour autant constituer des vérifications fiscales. Il y a là des procédures d'information qui doivent permettre à l'administration fiscale d'obtenir des renseignements et d'effectuer éventuellement des recoupements. Demande d'éclaircissement et demande de justification sont des procédures qui diffèrent quant à leur domaine. La loi ne délimite pas l'objet de la demande d'éclaircissement. Elle peut porter sur tous les points de la déclaration qui peuvent paraître obscurs, sur la forme ou sur le fond. Et l'administration va généralement demander aux contribuables des explications concernant les discordances
entre différents éléments de la déclaration, ou bien entre ces éléments et ceux fournis antérieurement, ou encore entre les éléments contenus dans la déclaration et les renseignements que possède l'administration. Quant à la demande de justification, cette fois, elle vise quant à elle à obtenir du contribuable des éléments de preuve ou un commencement de preuve, et donc elle est plus contraignante, et c'est la raison pour laquelle la loi énumère limitativement les points sur lesquels la demande de justification peut porter. L'article L16 du livre des procédures fiscales prévoit plusieurs cas dans lesquels l'administration est fondée à adresser une demande de justification au contribuable, et cela peut concerner ainsi, en particulier, je vous renvoie pour l'intégralité des dispositions à l'article L16 du LPF, du livre des procédures fiscales. La demande de justification peut donc concerner par exemple la situation et les charges de famille du contribuable qui sont susceptibles d'entraîner l'octroi de certains avantages ou d'influer directement sur le calcul de l'impôt. Elle peut aussi concerner les avoirs et les revenus d'avoirs à l'étranger. Et l'administration peut aussi adresser au contribuable une demande de justification, par exemple, lorsqu'elle a réuni des éléments qui lui permettent d'établir que le contribuable peut avoir un revenu plus important que le revenu qu'il a déclaré. La demande d'éclaircissement et la demande de justification n'ont pas exactement, on le voit, le même objet, la même portée, mais en dépit de cette différence, elles obéissent toutes deux à des règles de mise en œuvre communes qui ont pour objet de protéger le contribuable. La demande d'éclaircissement ou de justification doit ainsi être adressée par écrit, sous pli recommandé, avec accusé de réception. Elle doit aussi fixer un délai de réponse et préciser explicitement les points sur lesquels elle porte, c'est-à-dire être suffisamment précise pour permettre au contribuable d'apporter une réponse utile, ce qui n'exclut pas d'ailleurs la possibilité de poser plusieurs questions. La demande doit aussi impérativement préciser qu'un défaut de réponse a pour conséquence la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office, et à cet égard, il importe de préciser que si le contribuable ne répond pas de façon suffisante à la demande, qu'il se contente par exemple d'allégations qui ne reposent sur aucune preuve convaincante, eh bien, il peut être regardé comme s'étant tout simplement abstenu de répondre. Et les risques qui s'attachent au défaut de réponse, la taxation d'office, incitent généralement toutefois le contribuable à répondre suffisamment et rapidement aux demandes d'éclaircissement et de justification que lui adresserait l'administration fiscale. Il nous faut encore mentionner un type de contrôle qui relève de ce premier ensemble que nous avons nommé les formes générales de contrôle. Et cette forme de contrôle, c'est le droit de visite et de saisie pour être exact. L'article L16b du livre des procédures fiscales ajoute au précédent contrôle cette procédure exceptionnelle, le droit de visite et de saisie, procédure qui permet à l'administration fiscale de pénétrer au domicile du contribuable et plus généralement en tout lieu, qu'il soit public ou privé, afin de rechercher et de saisir des documents qui permettraient d'établir une fraude fiscale présumée. La procédure peut concerner les impôts directs, elle peut aussi concerner la TVA, et elle permet à l'administration fiscale de rechercher la preuve d'agissement frauduleux lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt. Sont visées par l'article L16b du livre des procédures fiscales les hypothèses dans lesquelles le contribuable est présumé fraudé en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents qui ne se rapportent pas à des opérations réelles, ou bien en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou encore, dit la loi, en passant ou en faisant passer sciemment
des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le Code général des impôts. Et en pratique, compte tenu du caractère exorbitant de cette procédure, l'administration ne va l'engager que pour des affaires présumées portées sur des fraudes d'un volume important et d'une gravité significative. Le droit de visite et de saisie est donc un droit de l'administration, on le comprend, soumis à des contraintes importantes afin d'assurer la protection du contribuable. Il s'agit de permettre la répression de la fraude fiscale, mais en ménageant le respect de la liberté individuelle du contribuable et la décision de procéder à des visites ou à des saisies appartient donc à l'autorité judiciaire sur saisine de l'administration. C'est le juge des libertés et de la détention qui va vérifier le bien-fondé de la demande émanant de l'administration. Il va s'assurer que les soupçons relèvent effectivement de l'une des hypothèses énumérées à l'article L16b du livre des procédures fiscales et contrôler le sérieux de ces soupçons. Si la demande est bien fondée, le juge autorisera la visite demandée par l'administration fiscale, par ordonnance, et cette visite s'effectuera sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Une fois la visite effectuée, une fois la saisie éventuellement réalisée concernant tel ou tel document, un procès-verbal sera dressé impérativement, qui fera état du déroulement de la visite et qui comportera, le cas échéant, une annexe détaillant soigneusement les documents saisis qui devront être restitués dans un délai de 6 mois à l'issue de la visite. Donc on le voit vraiment, de vraies contraintes formelles sous le contrôle du juge pour le déroulement, la réalisation de ce type de contrôle. J'ajoute qu'une copie de ce procès-verbal doit être remise à l'occupant des lieux qui font l'objet de la visite pour que la procédure soit régulière.